6 minutes sur l'ensemble du territoire. Honorable Joshua Oshi, vous avez écouté cette chronique de notre sacré Tsapi, Roland Tsapi, sur le système éducatif national, les aménagements qui ont été opérés par la ministre Nalova Lyonga. Vous avez marqué quand même d'un trait assez sérieux votre programme politique, votre ambition pour le Cameroun sur le plan éducatif. Quel commentaire faites-vous de son analyse de la situation sur les langues nationales? Déjà, ça me surprend pas pour une dame qui est en charge d'une université à appeler les gendarmes pour taper sur les étudiantes et les violer. Donc, elle est disqualifiée pour essayer de nous donner une éducation digne de ce nom. Elle ne sera pas votre ministre éventuellement, si vous êtes Mais élu au 7? il n'y a pas de risque. De toute façon, elle était retirée de la retraite parce que Monsieur Bia ne trouvait personne d'autre pour l'accompagner dans ce domaine-là. Mais je dirais que dans mon programme politique, pour parler de l'avenir, mon programme politique, vous allez voir que j'ai un programme autour de l'héritage africain, donc pour remettre notre héritage africain au cœur de notre existence. Et il s'agit de mettre en place un institut national pour l'Afrique et l'Africain en charge d'identifier, de reconnaître, de rechercher, de valider, de promouvoir les systèmes de connaissances originelles, traditionnelles, authentiques et indigènes africaines. Cet institut permettra la transformation et l'avancement accéléré de notre société basée sur nos propres traditions et notre héritage. C'est-à-dire mettra au centre de la pensée politique, au centre de nos politiques publiques, tout ce que nous savons de nous-mêmes et essaiera d'aller, en fait, ira chercher encore plus loin, parce que très souvent, nous sous-estimons tout ce que nous avons, nous sous-estimons notre savoir, nous sous-estimons l'importance de nos langues locales. Et donc cet institut est en charge non seulement de documenter et d'archiver tout ce que nous savons, mais de proposer au gouvernement ces connaissances locales qui diverses d'ailleurs, mais qui très souvent peuvent apporter des solutions idoines à nos problèmes quotidiens. Alors, parlons de cette élection présidentielle, la façon dont vous y allez. On a beaucoup parlé d'une éventuelle coalition de regroupement des leaders des partis politiques pour faire bloc. Il faut déloger, enfin, celui que vous souhaitez déloger, le président Biya, qui a toute sa machine électorale et administrative avec lui et qui gagne sans complexe cette élection depuis plusieurs années. Mais c'est la même démarche, vous repartez en rang dispersé. Pourtant, on a éventuellement parlé d'un rapprochement entre vous et d'autres leaders. Alors, que vous dites à nos auditeurs aujourd'hui sur la démarche qui a été entreprise dans le but de ne pas embarrasser les gens, qui est un véritable challenge entre un président sortant et un candidat postulant? D'abord, j'aimerais dire que, au vu des choses aujourd'hui et de ce que vivent les Camerounais, celui qui a besoin d'une coalition pour essayer d'y arriver, c'est M. Biya lui-même en tant que candidat. Maintenant, il est certes vrai qu'il y a 9 candidats à cette élection, mais dire ou faire croire qu'une coalition est la solution la solution idoine pour faire partir M. Biya, ce n'est pas exact. C'est un avantage d'être ensemble, mais c'est pas, comment dirais-je, c'est pas Mais le... ça a été le cas en 92. En John 92, Fungi y était presque. John Fundi il a gagné l'élection, mais il y a eu un coup d'état politique pour qu'il ne devienne pas président de la République. Pourquoi ne pas refaire la même expérience cette année, Joshua Oshi? Tout simplement parce que ce qui s'est passé en 92 se répète aujourd'hui, parce que je veux dire au niveau de la coalition, parce que vous savez, la plupart de ceux qui ont soutenu de façon objective la candidature de M. Froundi sont aujourd'hui dans le SDF ou autour du SDF. Il y a plusieurs partis politiques qui soutiennent ma candidature. Je ne veux pas faire d'annonce ici parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va en parler, on va en parler dans quelques jours, mais il faut comprendre que la démarche selon laquelle la coalition est nécessaire pour gagner n'est pas une démarche qui vient de l'opposition, c'est une démarche qui vient du parti au pouvoir parce qu'il n'arrive pas à trouver l'équation nécessaire pour pouvoir expliquer aux Camerounais si jamais il arriverait
qu'ils essayent de changer les résultats des urnes, qu'ils essayent d'imposer un autre résultat que celui que les Camerounais veulent. Ils n'arrivent pas à trouver la formule idoine pour expliquer aux Camerounais que cela est arrivé. Donc ils essayent de faire croire que le fait que les partis d'opposition ne sont pas ensemble est une raison valable pour l'échec de l'opposition. Mais c'est pas vrai, c'est prendre les Camerounais pour des moutons. Et c'est pas vrai. Parce que les Camerounais sont capables de faire un choix sur 9. Ils sont capables de faire un choix même sur 300. Donc il ne faut pas faire croire que les Camerounais sont incapables de choisir. Et il faut que les partis d'opposition se réunissent pour donner un seul candidat. Comme ça, les Camerounais qui n'arrivent de toute façon pas à choisir, qui n'ont pas de maturité politique, etc., n'auront pas de problème. Donc je m'inscris en faux par rapport à ce débat-là, tout simplement parce que je suis un candidat issu d'un processus. Je suis passé par des primaires, un congrès. Il y a eu 2600 délégués qui sont venus des 360 communes du Cameroun qui m'ont choisi comme leur candidat. Ils ne m'ont pas choisi comme le candidat de celui qui doit aller choisir un autre candidat, mais ils ont élu. Ils avaient un choix sur 3 candidats lors de ce congrès. Ils m'ont élu pour être candidat à l'élection présidentielle et je suis candidat à l'élection présidentielle et maintenant si d'autres candidats veulent nous soutenir pour être encore plus forts, nos portes sont grandes ouvertes, mais si il s'agit au lieu de préparer la campagne, au lieu de travailler sur le terrain, de s'asseoir matin, midi, soir pour essayer de diminuer le nombre de candidats, je pense que c'est un faux sujet parce que il y a 9 candidats qui pensent tous qu'ils peuvent être président de la République, sinon ils ne seraient pas candidats. Et donc ces 9 ne sont pas d'accord les uns avec les autres et chacun a son parcours pour y arriver. Légalement, nous sommes tous candidats et nous nous respectons. En tout cas, moi, je respecte tous les autres. Mais je pense que les Camerounais ont la maturité nécessaire de choisir parmi les 9. Maintenant, s'il y a un des 9 qui pense qu'il n'a pas toutes ses chances et qui peut venir soutenir la candidature de Joshua aussi, nous ferons tout pour que ça arrive, mais au cas où ils ne le font pas, nous n'arrêterons pas notre travail pour tout faire pour qu'ils nous rejoignent, parce que s'il fallait qu'ils nous rejoignent, ils l'auraient fait avant de déposer leur candidature. En plus, j'aimerais juste dire, et je pense que c'est très important, que c'est une élection présidentielle à un tour qui ne veut pas dire que tous les candidats ont le même potentiel en y allant. C'est-à-dire qu'arithmétiquement, c'est pas comme si il y a, je ne sais pas, 11,5% des voix pour tous les candidats et en mettant 4 ou 5 candidats ensemble, il y aura 50%. C'est pas le cas. Il y a des candidats qui ont un potentiel de 30%, d'autres qui en ont de 50%, d'autres de 1%, d'autres de 0%. Donc c'est pas comme si c'est une arithmétique absolue, que si 5 candidats viennent se mettre ensemble, les 5 candidats auront 50%, et si un candidat il va tout seul, il aura 1%. Mais j'aimerais juste finir pour sortir de ces clichés donnés par le RDPC pour essayer d'imposer une victoire volée, que ce n'est pas dit aujourd'hui que M. Biya aura plus de 5%. Donc je ne vois pas si de toute façon M. Biya est incapable d'avoir plus de 48%, toutes les chances sont de notre côté. Donc nous y allons avec beaucoup de sérénité, nous allons pour gagner, et ceux qui veulent nous aider pour rendre la victoire encore plus Mais est-ce que vous n'avez pas tiré les leçons du passé? Parce qu'on a constaté que le SDF, au fil des élections présidentielles, sa performance en politique s'amenuise. Je voulais justement pas revenir sur le passé parce que dans cette optique de rassemblement possible, mais de plus en plus lointain, je voulais pas revenir sur le passé, mais le passé est là et les faits sont têtus. Dernièrement encore, à la dernière élection présidentielle, notre candidat Nidjon Fundi avait en face de lui le candidat sortant Paul Biya et toute une coalition. On a vu ce que ça a donné, cette coalition.
Et l'élection d'avant, il y avait à nouveau une coalition de partis politiques qui n'étaient pas contre Paul Biya, mais qui étaient plutôt contre John Froundli. On a vu ce que ça a donné. Donc je veux dire, je ne m'arrête pas là, je n'ai pas été choisi par mes camarades militants du SDF pour trouver une coalition. J'ai été choisi pour battre M. Biya et je vais battre M. Biya. Et ceux qui veulent prendre le train avec moi sont le bienvenu et ceux qui veulent rester à la gare peuvent rester à la gare. L'élection se passe dans un contexte assez particulier, contexte sécuritaire marqué par les violences au sud-ouest et au nord-ouest. Vous êtes né à Kumba, vous êtes du sud-ouest. C'est votre région natale qui est en proie à toutes sortes de violences. Vous, en tant que leader politique et éventuellement celui qui sera porté à la tête du Cameroun si tout se passe comme vous le souhaitez le 7 octobre prochain, quel sera votre premier chantier pour restaurer la paix, la tranquillité des populations au sud-est et au nord-ouest et même à l'extrême nord et à l'est du Cameroun qui sont des régions qui bouillonnent en ce moment sur le plan sécuritaire? Ben, il est indiscutable aujourd'hui que le problème, c'est M. Biya lui-même. Donc, le fait de le faire partir, c'est déjà 80% de la solution. Et je pense que les populations avec lesquelles j'ai discuté dans le sud-ouest et le nord-ouest, parce que vous parlez des deux régions, sont claires là-dessus. Elles ont besoin d'un président de la République avec qui ils peuvent parler, avec qui elles peuvent parler. Ils ont, un président de la République qui comprend le problème, un président de la République qui... Est-ce que parler seulement suffit? Oui, c'est le départ, c'est le début de la solution. Déjà, la première des choses qu'il faut faire avec urgence, c'est d'arrêter la violence, le cycle de violence qui est. Et pour ça, il faut avoir le courage d'un cessez-le-feu. Et puis ensuite, il faut se parler. Je veux dire, je n'ai pas dit que on va se parler pendant 30 minutes et trouver une solution. On peut se parler pendant une année, 2 années, 3, 4, mais ce qui est important, c'est de pouvoir un dialogue qui peut apporter des solutions demain, ou qui va apporter des solutions demain. Mais je veux dire, il faut d'abord reconnaître que c'est un problème politique et non un problème militaire. Et donc, quand il y a un problème politique, il faut le traiter de façon politique. Et quand il y a un problème politique, il faut se parler. Et en tant que tel, Joshua aussi n'aura pas de prisonniers politiques dans les prisons camerounaises. Donc, ça veut dire que tous ceux qui, de par leur opinion, sont enfermés devront être libérés pour pouvoir se parler. Je ne dis pas ici que parce qu'on a eu une autre opinion, on a pris des armes, on a tué les militaires, on sera libéré. Je parle des prisonniers d'opinion, ceux qui sont enfermés. Ils sont des milliers aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils pensaient, ils avaient une autre vision de leur avenir en tant que peuple. Et oui. Honoré Joshua Che, vous avez fait le tour du Cameroun, on a vu vos photos et les vidéos à l'extrême nord du Cameroun, vous avez parcouru un bon nombre de territoires, vous revenez de l'est du Cameroun, votre constat? Ben écoutez, les Camerounais ont soif de changement et je veux dire l'état du Pourquoi ils ont Cameroun. soif de changement? Parce que l'état du Cameroun aujourd'hui est lamentable. Nous sommes un pays riche avec une ressource humaine incroyable et on n'arrive pas à mettre ensemble tous nos potentiels, tout simplement parce qu'on a une absence de leadership. Et quand on a une absence de leadership comme ce que nous vivons au Cameroun aujourd'hui, le constat est tout simplement terrible. Et je veux dire, le niveau de souffrance des populations camerounaises est tel que on se dit que Dieu aime ce pays parce que sinon on serait en guerre civile ou même pire. Mais quels sont les principaux problèmes qui minent l'évolution du Cameroun? Vous n'avez pas assez de temps dans votre émission pour que je les cite. Il y en a beaucoup. Voilà, il y en a trop. Mais elles sont sociales, elles sont économiques. Mais le principal problème que je retiens, et c'est pour cela que tout mon programme politique est axé là-dessus, c'est celui de la jeunesse. En fait, ce n'est pas un problème, mais le problème de l'emploi des jeunes, le fait que les jeunes ne peuvent, le potentiel de notre jeunesse n'est pas mis n'est pas, je voulais dire exploité, mais ce n'est pas le bon terme, n'est pas suffisamment utilisé. Mais comment allez-vous développer les emplois? C'est l'enjeu majeur de tous les gouvernants. Déjà, il faut comprendre que le problème de l'emploi des jeunes et de l'emploi décent, parce qu'on dit juste emploi jeune, c'est pas pour aller jeter les jeunes en brousse avec des machettes et parler de l'agriculture de deuxième génération, mais l'emploi jeune est un enjeu majeur et il faut le mettre au centre de toutes les décisions politiques de ce pays. Et il est tout simplement
important aujourd'hui de comprendre que nous avons les moyens de mettre en jeu des politiques innovantes pour cet emploi jeune. J'ai par exemple un plan de révolution numérique pour ce pays qui propose, au fait, qui va transformer notre quotidien aujourd'hui matériel va complètement dématérialiser notre quotidien et cela permettra de créer des milliers d'emplois parce que nous devons créer notre pays dans cette modernité-là et nous pouvons à travers cette révolution numérique, sauter des étapes de notre développement et forcément le numérique est jeune, ce ne sont pas nos aînés qui n'ont pas pris le train en marche de la numérisation de notre économie, de la numérisation de notre quotidien, qui seront au centre de cette révolution-là, mais ça serait les jeunes. Nous proposons un plan, c'est-à-dire un fonds de garantie pour les emplois jeunes, pour les entreprises créées par les jeunes de presque de 100 milliards de francs, c'est-à-dire de 10 milliards de francs par région. Mais c'est un il faudra le trouver. C'est un fonds de garantie, Monsieur Bogico, c'est un fonds de garantie. L'argent est là. Je vous ai dit dès le départ, j'en sais quelque chose. Je suis un membre de la commission des finances. Le Cameroun est très riche. Le problème du Cameroun, c'est pas l'argent, c'est qu'il est très mal géré. Et donc, il faut remettre l'argent là où il est nécessaire. Aujourd'hui, nous sommes dans un système où, malheureusement, nos aînés s'occupent des jeunes au lieu de l'inverse. Ce sont les jeunes qui devraient s'occuper des aînés. Mais vous avez également proposé à chaque famille un titre foncier durant votre mandat, honorable Joshua Oshie. Alors, il va falloir déjà passer par l'identification des Camerounais. Les familles aujourd'hui ne sont pas fichées au Cameroun. Comment allez-vous procéder pour donner un titre foncier qui est un document légal à des gens qui ne sont pas dans la base de données de l'État que vous allez gérer? La réforme foncière est nécessaire et est indispensable, sinon nous allons tout droit vers une catastrophe nationale. Aujourd'hui, l'accaparement des terres est connu de tous. Qui accapare les terres au Cameroun? Ben écoutez, je ne suis pas là pour accuser les uns et les autres, je suis tout simplement là pour dire que le plus gros problème de la jeunesse aujourd'hui et des familles camerounaises aujourd'hui, surtout dans le monde rural, c'est qu'ils ne sont pas propriétaires de façon légale des terres sur lesquelles elles cultivent et il faut obligatoirement faire une refonte foncière pour qu'il y ait des titres de propriété sur des terres déjà reconnues comme étant les terres de ces familles-là. Et c'est pour ça que nous appelons ce programme Une famille, un titre foncier. Nous avons aussi dans notre programme politique parlé du recensement, d'un nouveau recensement de la population et donc ça irait l'un ira avec l'autre. Nous avons parlé de l'adressage qui veut dire que on aura une adresse pour chaque famille camerounaise et donc on saura combien de Camerounais nous sommes, où les Camerounais sont et où est-ce qu'on peut les trouver, mais surtout ce qu'on fera c'est de reformer le foncier de telle façon que non seulement chaque famille camerounaise pourra avoir un document légal pour la terre qu'elle utilise déjà aujourd'hui pour cultiver ou pour y habiter ou autre, mais on ira encore plus loin pour trouver des parcelles de terrain pour toutes les familles qui ont été spoliées toutes ces années-ci. Donc la réforme foncière est un immense projet que je ne peux pas ici expliquer en 2-3 mots, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande injustice aujourd'hui au niveau de la distribution de la terre, notamment une grande injustice créée par le décret de 74 et qu'il faut réparer de façon ouverte et inclusive et il faut discuter avec les gens, il faut mettre sur pied un vaste programme qui peut faire en sorte et qui va faire en sorte que tous les Camerounais deviennent finalement propriétaires terriens et que surtout qui peuvent aujourd'hui les familles, parce que le fond du problème c'est que les familles camerounaises, surtout dans le monde rural, ont un immense potentiel financier parce qu'elles ont 1, 2, 3, 10 hectares de terre sur lesquels ils ont du maïs, du cacao, du café
ou autre, ou du coton, mais ces familles n'arrivent pas à monétiser cette valeur-là, c'est-à-dire que puisqu'il n'y a aucun document qui prouve qu'ils sont propriétaires de cette terre et que cette terre, d'après le décret de 74, de toute façon, est entre les mains de l'État, ces familles ne peuvent pas aller à la banque aujourd'hui pour lever des fonds, pour investir, pour envoyer les enfants à l'école, etc. Et c'est ça que nous voulons corriger, c'est ça que nous allons corriger. And Joshua, see, going through your manifesto, which you titled 24 Strong Measures for 24 Million Dreams, I realize you touch the following sectors: education, health, and improving the living conditions of Cameroonians. But nothing is said here about road infrastructures. Does it mean that you're not dreaming of good road infrastructures for Cameroonians? Because we know that where there is a road, development follows. So, what do you say about that? Well, I think I do not have a manifesto. A manifesto is a party document. I have a political program, first of all, and secondly, this political program is not based on 24 points. 24 points was the caption, was not the title. And so if you're looking at the 24 points, you're not really addressing the issue. We have in our political program I have in front of me, we have on road infrastructure, we have up to 4 pages of information. So if you go back to the political program on www.oc2018.com, you'll have 4 pages full of information of what we want to do, what the priority roads are, and so on. I will not read all the 4 pages to you right now, but okay. In a country like Cameroon, where we are still having villages without electricity, do you think Cameroonians are dreaming of hosting, of co-hosting a 2030 World Cup in those conditions in which they are? Yes. If you ask me if I think, yeah. You know, one of the things that has happened in the past 36 years is that you underestimate your potential. And Cameroonians, impossible isn't Cameroonian. And today, why do I propose to host the 2030 World Cup? It's simply because we are paying 650 billion CFA to build infrastructure for a 2-week African event, and I think that infrastructure can be used in 2030 to co-host the African nation, the World Cup, and because in 2030 our kids will be paying the debt that has been taken up today to build that infrastructure, and that infrastructure is already there. And as from the 8th of October 2018, you'll have a new president with an ambitious program to develop this country. So we'll accelerate the infrastructure development, which will make it such that our electricity blackouts by then will be a thing of the past. So we should not remain, how can I say, locked up in these 36 years of darkness. We should rather think of what will start happening to Cameroon as from the 8th of October. And as you said, as from the 8th of October, we have a new president, if things go on the way you wish. If things go well. Yes, and we also have debts to pay. If we have a country that is rich, like you said, and we have debts to pay, so do you think the money will be enough to do what you expect? Of course, the debts Cameroon has today, Cameroon is not over-indebted. Cameroon has bad debts. They're 2 different things. And so you need a government that will put back things in perspective and put back things on the balance, and clean up our public finances. Once you clean up those public finances within 1 to 3 years, things will be on the right track again. We are not over-indebted. We are far from being over-indebted. The problem with Cameroon today is that we have too much bad debt. That is debt that doesn't produce. So the debt doesn't allow Cameroon to produce money to pay back the debt. And that has to be changed. And because we're not over-indebted, we can indebt ourselves with good debt that can help us pay back the bad debt Mr. Biya put us in. And are you going to, if things go well, as you said, you will be president come October 8th. Well, we're talking about the Anglophone crisis here. You said you can use 3 months to solve the Anglophone crisis, something that your predecessor hasn't, if things go on well. It's been existing for 2 years. How do you intend to use 3 months to solve something someone hasn't solved for 2 years? 80% of the solution is to have the predecessor leave. And because he is the problem,
at the heart of that problem. The problem is neither in Buea nor is it in Bamenda. The problem is in Etudi. So if you can, if you get rid of Etudi in the first place, you have gone a long way to start solving the problem. Secondly, you have to understand that it's a political problem. It's not a military problem. And when you understand that, you have another big part of the problem already solved. Joshua Osih, as President of the Republic, will not have political prisoners in our prisons. And so all those locked up by virtue of their political orientation and of what they think about this issue will be liberated. And Joshua Osih will put in place a dialogue to talk with those who think that Cameroon should have a complete different geography than what it has today. And I think by talking to each other, we'll be able to agree that what is more important for us is not where our boundaries are, but what is more important for us is where our children will be tomorrow. And I think everybody agrees on that. And once we can talk to each other, we'll get there. But the first thing that needs to be done, and immediately, and the first days in office, is to stop the violence. And to stop the violence, when you're the commander-in-chief of the armed forces, is to withdraw the troops back to the barracks and start talking to people. That doesn't mean that you shouldn't get confused by my proposal with an act of leniency. It will be something that will be it's an act of courage rather, and that act of courage will not have to be taken for granted, because if the violence will have to continue, we'll have to look at a plan B, and the plan B might as well mean going further than what is happening. So essentially I want to say, what is important today is that you need to understand the problem. Mr. Biya doesn't understand the problem. I do understand the problem. You need to have the courage to talk to Cameroonians. You need to have the courage to go to the southwest and the northwest, to go to those villages that have been burned down, unfortunately burned down, to try to see how you can correct what has happened. And I'm proposing to have a national conference for reconciliation and reparation, which means that those who have lost their homes have to be compensated for that loss. Those who have lost members of their family, we have to see what exactly happened, so that those who perpetrated those acts are punished wherever they are in the divide, whether they are on the side of government or on the side of those who are shooting at troops. And we have to have the courage to talk to each other, and we have to have the courage to understand that this country is more than us, and we don't have to be afraid to lose our face to get to a solution. So when you think that Mr. Biya is part and parcel of this problem, and when you remove him from the equation, there is a huge opening to start dialogue. There's a huge opening to start looking for solutions. I think it makes things much easier than what they are today, where we are in a stalemate because somebody started I would say a problem, because he's at the base of the problem. If people are marginalized today, it's not because they decided to be marginalized, it's because our leadership failed to provide the governance necessary for that marginalization not to exist. So, Justement, nous allons aller à la publicité. Juste après la publicité, honorable Joshua Osih, nous allons parler de la sécurité nationale, de l'économie nationale, de la santé publique, de la réforme administrative, dont l'aménagement du territoire, et de la réforme des réformes constitutionnelles éventuelles. 5 points qui vont nous intéresser juste après la pub. Importante, mais peut-être mal posée, parce que le maintien au nom dans le franc CFA n'est pas la question. Pour moi, la question, c'est l'autonomie de notre monnaie, qu'elle s'appelle CFA ou autre, qu'elle soit dans cet arrangement avec plusieurs autres pays autres. Il faut absolument une souveraineté pour notre monnaie. Je serai élu président de tous les Camerounais, je serai élu président de la République du Cameroun, pays souverain, et dont je ne laisserai aucune partie de notre souveraineté entre d'autres mains. Donc il est pour moi question de retrouver la souveraineté monétaire de notre pays. Retrouver, non, on ne l'a jamais eu, d'établir cette souveraineté monétaire et
de s'assurer que nous contrôlons notre politique Vous le ferez monétaire. comment, Honora? Vous le ferez comment pour qu'on ait cette souveraineté monétaire? Je crois que la première des choses qu'il faut faire, c'est de trouver une solution sur le fait qu'il y a deux membres d'un pays qui n'est pas membre du franc CFA qui ont un droit de veto au sein du conseil d'administration de notre banque centrale. C'est la première des choses et c'est la chose la plus importante. Donc vous allez répartir les Français qui sont à la BA, c'est ça? Ben écoutez, quand vous avez un conseil d'administration, il s'agit des actionnaires et des gens qui ont un intérêt particulier sur l'entreprise ou sur ce conseil-là. Et pour l'instant, les Français ne sont pas actionnaires de la BA, qui ne font pas partie du franc CFA, donc ils n'ont rien à faire dans ce conseil d'administration. Maintenant, les autres arrangements devront être réaménagés ou réarrangés. Je ne peux pas dire ici exactement quelle sera l'issue des négociations ou des discussions avec les autres pays. Il ne s'agit pas d'une monnaie qui n'est que camerounaise. Mon vœu le plus ardent, c'est celui qui est le plus tôt possible une monnaie africaine avec tous les pays africains. Je pense que c'est un immense chantier pour lequel certains ont payé de leur vie. Vous avez justement dans vos actions de gouvernance pour votre premier mandat, candidat Joshua Oshie, vous avez justement évoqué le doublement des salaires des fonctionnaires, la création du SMIC à 160 000 francs CFA. Pourrez-vous y arriver sans une véritable relance économique? Et si vous voulez relancer l'économie, pourrez-vous relancer une économie efficace, fiable, durable, sans une indépendance financière? Écoutez, la relance économique, ces mesures participent à la relance économique. Ce ne sont pas des mesures qui ne peuvent qu'être prises quand la relance y est. Donc ce sont des mesures de relance économique. Je ne crée pas je crée le SMIC, c'est-à-dire un salaire minimum de croissance, mais le SMIC, salaire minimum garanti, existe déjà au Cameroun. Ce que je fais, c'est de le relever. Monsieur Bojiko, je suis certain que vos charmants enfants, vous ne souhaitez pas qu'ils trouvent un travail à 36 000 francs et je crois que c'est ce que tous les parents, c'est tout le mal que les parents camerounais ont, c'est de souhaiter un peu mieux que de 36 000 ou 38 000 francs à leurs enfants quand ils commenceront à travailler. Donc il faut qu'on se donne les moyens, il faut des mesures audacieuses et courageuses. Et aujourd'hui, relever le salaire minimum n'est pas un coût, c'est un investissement dans l'avenir parce que ce que nous créons, c'est de la consommation. Donc je ne dis pas que du jour au lendemain, les Camerounais qui sont au bas de l'échelle des salaires auront 160 000. Je dis sur une période de 5 ans, on se donne un programme ambitieux pour arriver à un minimum de 160 000 francs. Et j'aimerais juste que les Camerounais soient au courant que 160 000 francs, on sera toujours parmi les plus bas de la région CEMAC parce que nos voisins sont à 200 000 francs. L'île Maurice, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, qui ont la même structure que le Cameroun et presque les mêmes richesses, ont un taux de croissance plus élevé et sont mieux classés dans le dernier classement Doing Business. Qu'est-ce qui fait problème au Cameroun pour les investissements? Pourquoi ce pays n'attire pas les investisseurs? Essentiellement la gouvernance, les problèmes qui plombent l'environnement des affaires aujourd'hui sont essentiellement autour de la gouvernance. Nous avons une abondance d'eau, de soleil, de verdure, de ressources humaines, un potentiel économique immense, mais il faut un chef d'orchestre, il faut arranger tout ça. Et comment comptez-vous donc attirer l'investissement sur le plan national? Ce sera par l'incitation fiscale ou par quel autre moyen? Je pense que l'incitation fiscale est une mauvaise approche parce qu'un pays qui met en avant les incitations fiscales prouve au monde entier qu'il y a d'autres problèmes. Si vous dites que pour venir chez moi ouvrir une entreprise, vous payez moins d'impôts, ça veut dire que vous cachez quelque chose. Ce qu'il faut faire, c'est un environnement, il faut un impôt juste, il faut une réforme fiscale profonde pour faire en sorte que l'impôt ne devient pas, comment dirais-je, un plomb dans les ailes des entrepreneurs, mais plutôt un outil d'accompagnement et que les gens puissent voir ce que l'impôt crée autour d'eux. Et vous allez maintenir le Cameroun dans les APE? Écoutez, les APE, encore une fois, c'est un problème de gouvernance. Parce que le problème avec les APE, ce n'est pas les APE en elles-mêmes, c'est le fait que nous avons un gouvernement qui n'arrive pas à exploiter les opportunités offertes par les APE. Les APE sont
si on a un bon gouvernement, un gouvernement qui sait mettre en place des mesures, je dirais, incitative pour pouvoir profiter de cette opportunité, c'est une très bonne chose. Nous avons l'opportunité aujourd'hui, beaucoup plus que l'Europe vers le Cameroun, d'exporter vers l'Europe sans avoir des barrières de douane. Par exemple, ce que j'aurais attendu du gouvernement camerounais actuel, c'est qu'on fasse venir les entrepreneurs qui ont des problèmes avec le taux de douane imposé pour leurs produits, quand ils produisent hors du Cameroun, de venir ouvrir les usines au Cameroun pour exporter vers l'Europe. Mais on s'est occupé pendant toute cette négociation et même après, pendant la mise en place des APE, sur la fiscalité de porte, c'est-à-dire sur ce qu'on va perdre par rapport à la douane camerounaise. Mais ce n'est pas là le débat. Le débat, c'est que nous avons aujourd'hui pratiquement, on nous a invités dans le marché commun européen. Les Turcs et d'autres pays se battent jour et nuit pour être dans la situation dans laquelle le Cameroun est aujourd'hui. Mais on l'a fait malheureusement uniquement pour la banane. Mais on pourrait imaginer de construire des usines qui font des pièces détachées, etc. et qui seront plus compétitives que les usines qui sont aujourd'hui en Chine et ailleurs, tout simplement parce qu'il n'y a plus de douane pour les produits made in Cameroun sur le marché européen à travers cet accord. Maintenant, le problème, c'est qu'on a un accord qui fait en sorte que les produits transformés au Cameroun et d'autres produits naturels produits au Cameroun ne payent plus la douane pour rentrer en Europe, mais on n'arrive pas à produire ces produits. C'est ça le véritable problème. Si on avait tous les produits qui étaient dans l'accord, qui étaient dans l'APE produits au Cameroun, mais ça serait une opportunité merveilleuse. Alors, quittons l'économie maintenant. Parlons de la structure de l'État, son fonctionnement et l'aménagement du territoire. Parlons, si vous voulez, des réformes, la réforme des réformes structurelles et même. Vous proposez une réforme conjoncturelle. Vous proposez dans votre plan de gouvernance, justement, le point vous parlez justement, dans l'un de ces 24 points, vous avez évoqué l'élection présidentielle, ce 16e point à 2 tours, mais seulement la forme de l'État, le fédéralisme est basé sur les 10 régions. Vous proposez également, Joshua Oshie, de déplacer la capitale du Cameroun. Alors, dites-nous, parlez-nous un peu de ce déplacement de la capitale. J'ai jamais parlé du déplacement de la capitale du Cameroun. Je veux dire, beaucoup de journalistes le disent, mais je ne l'ai jamais dit. Ce que nous disons, c'est que le Yaoundé ne sera plus la capitale du centre. J'ai jamais dit que Yaoundé n'a encore jamais été la capitale du centre. Le centre n'a jamais eu de capitale. On parle du chef-lieu. Oui. On parle du chef-lieu de la région du centre qui sera délocalisé dans une autre localité de la région du centre. Vous pensez à laquelle ? Mais écoutez, je ne peux pas penser à une localité spécifique aujourd'hui, tout simplement parce qu'il y a des considérations foncières à prendre en compte. Pourquoi déplacer Yaoundé ? Mais pour donner l'opportunité, parce que Yaoundé c'est la capitale nationale, il ne faut pas mélanger les genres. Yaoundé c'est la capitale nationale dans un pays qui se respecte, la capitale nationale est sacrée. Et donc le chef-lieu de la région du centre peut être déplacé dans une autre localité pour donner l'opportunité à cette autre localité pour se développer d'une façon rapide et pour désengorger Yaoundé, pour faire en sorte qu'il y ait moins de bouchons. Et vous savez, quand vous avez... Un peu comme les quand vous avez, rien que pour les symboles, quand dans une ville capitale, vous avez le président de la République, vous n'avez pas besoin d'avoir un gouverneur qui est un président bis à côté de lui. Donc il peut très bien être dans une autre localité. Ça marche très bien au sud-ouest où le chef-lieu de la FACO est Buea, mais parce que Buea est le chef-lieu de la région, le préfet est plutôt à Limbé. Donc ça marche très bien et c'est ce qu'on doit faire. On doit pouvoir donner l'opportunité aux villes camerounaises de grandir et je pense que la concentration des pouvoirs à Yaoundé, c'est-à-dire national et régional, n'est pas bien pour Yaoundé, n'est pas bien pour l'image du Cameroun, n'est pas bien pour la région du centre et c'est pour cela qu'il faut nécessairement délocaliser le chef-lieu du centre pour donner l'opportunité à une autre localité de la région du centre. Et j'aimerais juste dire que la mode en Afrique, c'est de déplacer la capitale. Je n'ai jamais dit que je déplace la capitale, c'est beaucoup trop cher et ça n'apporte pas grand-chose dans notre cas parce que la capitale, les Allemands, pour une fois, l'ont bien logée. S'ils ont fait une bonne chose, c'est de mettre la capitale à Yaoundé. C'est une ville agréable avec un climat exceptionnel.
des collines, la verdure, etc., dont la capitale doit rester à Yaoundé. Ce que je dis, c'est de délocaliser le chef-lieu du centre dans une autre localité du centre. Je ne peux pas dire laquelle, c'est pas parce que je ne veux pas le dire, c'est tout simplement parce qu'il y a des considérations foncières, il y a des considérations, je dirais, politiques, il y a des considérations de planification, d'aménagement du territoire qu'il faut nécessairement prendre en compte et discuter. Voilà. Ça prendra du temps quand même. Vous serez élu le 7 octobre prochain. Il faudra mettre ces mesures en marche. Il faudra savoir déjà la ville qui sera la prochaine capitale de le prochain chef-lieu de la région du centre. Mais écoutez, je suis en train de vous dire que si vous pensez à une ville, venez me dire que telle ville a 300 hectares de disponibles, telle ville... Bafia, par exemple. Bafia, par exemple. Est vaste. J'ai dit, et je répète, que président de la République, je discuterai avec tous les départements de la région du centre pour voir quelle est la région du centre qui offre le plus d'opportunités. Il est évident que Bafia, par exemple, a beaucoup... un relief magnifique, tolérant. A beaucoup d'atouts pour accueillir le nouveau chef-lieu, mais toutes les autres villes ont des atouts aussi. Hein. Il y a d'autres villes qui sont plus... par exemple. Il y a des villes qui Obala, sont... il y a des villes qui sont plus proches de Yaoundé, il y a des villes qui ont un potentiel foncier immense, etc. Donc il y a des villes qui ont déjà l'infrastructure nécessaire pour un déménagement rapide. Donc il faut prendre tout en considération. Mais je veux dire, je ne m'arrête pas là. Je dis, ça sera une discussion, ça sera une décision inclusive et les Camerounais ne sont pas habitués à un chef de l'État qui va sur le terrain, qui discute avec les gens, qui les réunit autour d'une table, qui mange avec les populations et qui essaye de trouver des solutions inclusives. Et ça sera le cas à partir du 8 octobre. Et si vous voulez, la délocalisation des chefs-lieux ne sera pas une discussion entre préfet, gouverneur et chef de l'État, ça sera une discussion entre les populations de la région du centre et le chef de l'État. Et quel statut donnez-vous désormais à la ville de Yaoundé, ville capitale? C'est la capitale du pays. Il n'y a aucun statut qui change. Administrer autrement, c'est ça? Pourquoi administrer autrement? Puisque vous avez évoqué un jour dans l'une des interviews que vous m'avez accordées, vous parliez de la territorialité, qu'il fallait donner toutes les mêmes chances et les mêmes garanties à tous les territoires. En tout cas, on y reviendra pas. Bien sûr, oui. Bien sûr, mais ça change en rien le fait que je n'aurai pas de délégués du gouvernement dans les grandes villes, j'aurai que des maires élus, et c'est comme ça que toutes ces grandes villes seront administrées. Parlons des réformes constitutionnelles. Vous allez certainement vous attaquer à la Constitution du Cameroun, à ce document fondamental qui est régi. Je ne m'attaque pas à elle, je l'améliore. Vous l'améliorez. Quels sont les points que vous allez changer? Ben écoutez, il y en a plusieurs. Donc, la première, c'est la forme de l'État. Il faut remettre le pouvoir au peuple, il faut passer à un fédéralisme qui s'affirme, il faut donner l'argent là pour le développement local, là où l'argent doit se retrouver, et donc dans les régions et les communes. Pardon? Par exemple, justement, dans les régions et les communes. Tout à fait. Alors, dites-nous, vous allez également, pour les questions de sécurité, parlons, on dit qu'il y a des milliers d'armes à feu qui circulent dans le pays en ce moment, entraînement non autorisé, braquage armé, de jour comme de nuit, attaque armée des bases militaires camerounaises, des postes de gendarmerie, des commissariats de police au sud-ouest et au nord-ouest, prolifération des armes à feu. L'État du Cameroun est dans un état inquiétant de sécurité. Honorable Joshua Chi, votre méthode pour éradiquer le fléau de la violence urbaine, de la violence rurale, de la violence tout court pour une sérénité des populations? Vous savez, quand vous arrivez à la sécurisation des personnes et des biens, vous êtes à la fin de la chaîne. En amont, au début de cette chaîne, vous avez ce qui est au cœur de ce programme, c'est l'emploi jeune. En tant que député, j'ai parcouru le front de Boko Haram dans l'extrême nord. Je suis allé dans le sud-ouest profond et j'ai discuté avec des gens. Vous savez, ce qui est constant, c'est que ce soit ceux qui prennent des armes contre la nation pour séparer ce pays, ou ceux qui prennent des armes dans l'extrême nord pour imposer une religion. Dans les deux cas, vous ne trouvez pas de jeunes qui ont démissionné de Radio Balafon, qui ont démissionné d'une entreprise quelconque,
pour joindre les rangs de ces organisations-là. Ce sont des jeunes qui rentrent dans ces organisations et qui étaient précédemment dans une situation de désespoir total, qui étaient, je dirais, à la rue, qui n'avaient plus d'avenir. Et donc, il faut déjà, pour lutter contre tout cela, il faut commencer par là. C'est pour cela que l'emploi jeune est au cœur de mon projet, est au cœur de mon programme politique. Il faut commencer par l'emploi jeune, parce qu'une fois que les gens travaillent et qu'ils ont un travail décent, c'est-à-dire que pas des travaux où vous travaillez 40 heures par semaine pour 36 000 francs par mois, mais un travail décent où vous êtes garanti au minimum 160 000 et que vous pouvez commencer à espérer de fonder une famille, envoyer vos enfants à l'école, etc. Quand les jeunes seront dans cette situation-là, vous aurez déjà évacué une grande partie du problème. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème sécuritaire, mais les problèmes sécuritaires ne seront pas issus du fait que les gens n'ont rien d'autre à faire et pour survivre, ils doivent rentrer dans des considérations criminelles et des considérations autres que celles que nous offre comment dirais-je, la vie normale. Donc il faut comprendre qu'en s'attaquant à ce problème essentiel de l'emploi des jeunes, on règle déjà une grosse partie du problème. Maintenant, il faut une police de proximité. Si vous me parlez de ce qu'il faut faire par la suite, une police de proximité, il faut une police véritablement au service des citoyens, il faut sortir par exemple les policiers de la précarité dans laquelle ils sont aujourd'hui. Il faut une armée qui est au service de la nation et non contre les populations. Il faut donner les moyens à nos forces de défense et de sécurité pour s'attaquer aux nouveaux risques que nous avons, parce que ça ne sert à rien de nous dire oui, il y a des guerres asymétriques, il y a ceci, il y a cela, et puis on continue à former nos militaires et nos policiers comme si le Cameroun allait s'attaquer au Nigeria demain matin, alors que les problèmes se sont déplacés. Donc il faut une nouvelle orientation de nos forces de défense et de sécurité pour s'attaquer aux problèmes de l'heure, aux problèmes actuels, donc aux menaces que nous avons aujourd'hui. Mais essentiellement, il faut trouver une approche vraiment globale et inclusive pour s'attaquer à ces problèmes-là. Et donc, il faut essentiellement déjà changer la direction de la courbe du chômage des jeunes et faire en sorte que beaucoup plus de jeunes accèdent à un emploi décent. Et vous verrez qu'une fois que les gens sont occupés d'aller au travail, ils n'auront pas beaucoup de temps pour menacer la République. Alors, dernier point de ces 5 évoqués avant que Diane Lafone ne prenne la parole. Ce cadeau sanitaire, la prise en charge, la gratuité des soins en maternité, notamment la césarienne que vous souhaitez gratuite, également la maternité, le financement des activités néonatales des femmes jusqu'à l'âge de 2 ans. Alors, il faudra quand même un fonds de financement de cette subvention sanitaire que vous souhaitez apporter pour une meilleure santé des femmes, à la procréation et même à l'encadrement des tout petits, parce que s'ils les aient là de 2 ans, mais également aussi de ces tout petits, y compris une couverture sanitaire universelle pour les populations camerounaises. Vous parlez de 500 000 francs CFA par ménage de primes à la santé de couverture sanitaire, mais à raison de 1 000 francs par personne et par mois. Comment allez-vous opérer ce miracle sanitaire? C'est pas un miracle sanitaire, Monsieur Bojico. Vous savez, une partie de la déformation néocoloniale, c'est de croire que tout est un coût. C'est un investissement. Quand vous êtes président de la République, vous avez besoin que des Camerounais... En fait, ce qui se passe aujourd'hui est tout simplement inacceptable. Aujourd'hui, des Camerounais sont obligés de se cacher pour donner naissance à notre avenir. C'est notre avenir à nous, Monsieur Bojico. Et donc, on traite la maternité comme si c'était quelque chose de négatif et à la limite comme si c'était une maladie. C'est pas une maladie, ça doit être un heureux événement pour toutes les Camerounaises et les Camerounais qui les accompagnent. Et c'est pour cela
pour sortir de cette logique, il faut une mesure forte de dire que les 1000 premiers jours de l'enfant, c'est-à-dire de la conception jusqu'au 2e anniversaire, il ne doit pas avoir de frein à cause des frais de soins ou les frais de consultation. Et ensuite seulement, vous verrez que les Camerounaises se réconcilieront avec les maternités, les dispensaires et iront accoucher à l'hôpital. Et il s'agit de l'avenir du Cameroun. Et donc c'est un investissement et ce n'est pas un coût. Et c'est comme ça que je le considère et c'est ce que je me donne les moyens de faire en sorte que, au moins pour les 1000 premiers jours de chaque enfant camerounais, c'est-à-dire de sa conception jusqu'au 2e anniversaire, qu'il n'y ait pas un problème qui le bloque d'aller à l'hôpital. Aujourd'hui, vous avez dans des régions comme dans le sud-est, où il y a presque 70% des jeunes qui n'ont pas d'acte de naissance. La moyenne sur tout le territoire, c'est à peu près 30%. Vous savez, aujourd'hui, les gens se plaignent qu'il n'y a pas assez d'inscrits sur les listes électorales. C'est pas vrai. Pratiquement tous ceux qui ont une carte d'identité sont inscrits. Le problème, c'est que beaucoup de Camerounais n'ont pas de carte d'identité parce qu'ils n'ont pas d'acte de naissance. Pourquoi ils n'ont pas d'acte de naissance? Parce que leur maman a dû se cacher lors de l'accouchement parce qu'elle avait peur des coûts, des frais d'hospitalisation, etc. C'est pour ça que je dis que la maternité doit être gratuite. Pourquoi jusqu'à la 2e année? Et même en cas de césarienne, donc l'accouchement doit aussi être gratuit, et même en cas de césarienne. Et pourquoi est-ce que je parle de la 2e année? Parce que le travail que je fais avec l'UNICEF m'a appris qu'un des plus gros problèmes au Cameroun, c'est la malnutrition. Et la malnutrition vient très souvent à cause des maladies autour de la petite enfance. Et quand un enfant souffre de malnutrition aiguë, et c'est une grande proportion des Camerounais, surtout dans le Grand Nord, dans l'Est et à l'Ouest du Cameroun. Ça ne se voit pas, mais l'Ouest et le Nord-Ouest sont gravement atteints par la malnutrition des enfants. Et la malnutrition des enfants, une malnutrition aiguë pour les 1000 premiers jours, vous donne à l'âge adulte des adultes camerounais qui ont 10% de neurones en moins. C'est scientifique. Et donc, au fait, vous avez une grosse partie de la population qui arrive à l'âge adulte qui ne peut pas être productif pour le pays. Il faut le voir rien que de façon égoïste et économique, c'est un problème. Et donc, il faut investir à la base. Et comment est-ce qu'on investit à la base? C'est en ouvrant les portes des maternités, de nos hôpitaux, dispensaires, etc. Et en multipliant l'accès, la possibilité d'accès, donc les infrastructures et le personnel, pour accueillir toutes ces femmes qui donnent naissance aux Camerounais. Et vous verrez que dans 20 ans, vous verrez les résultats. C'est un investissement à long terme pour faire en sorte que finalement qu'on ait des Camerounais beaucoup plus capables et qu'on ait que les femmes camerounaises ne passent plus par comment dirais-je, que cette période de maternité ne soit plus vécue par les Camerounaises comme un moment où elles peuvent perdre la vie. Il y a encore beaucoup trop de Camerounaises qui perdent la vie en donnant naissance à un nouveau Camerounais. Il y a beaucoup trop de bébés qui décèdent à cause de cette situation. Et donc, c'est un investissement nécessaire que je ferai dès les premiers jours parce que c'est impensable aujourd'hui encore qu'un pays en 2018 qui se veut sur la voie de la modernité ait encore des femmes qui se cachent en brousse pour le caricaturer comme ça, pour donner naissance. Voilà. Dans un instant, Liliane Lafone, juste après cette courte page publicitaire, on reviendra à la conclusion. Hola, je suis la Liga, je suis prête pour une saison de folie. Hello, I'm the Premier League, le plus grand championnat du monde. Bonjour, je suis la Ligue 1. Cette année, on vous promet du grand spectacle. Oh, vous êtes drôle. Je suis la Ligue des champions, la plus prestigieuse des compétitions. Vous le savez.
Une grande compétition font leur entrée sur les chaînes Canal+. Ligue 1, Première Ligue, Liga et Ligue des Champions sont à suivre en définition sur les bouquets Canal+. Et désormais, le nouveau décodeur HD est à 15 000 francs seulement au lieu de 35 000 dès la formule évasion. Voir conditions et tarifs dans votre boutique Canal+. L'Académie fiscale et douanière du Cameroun, institut de formation de référence, créé et dirigé par un expert en fiscalité. L'Académie fiscale et douanière du Cameroun forme des cadres fiscalistes, des déclarants en douane, des déclarants des impôts et des professionnels en transport et logistique. La qualité de la formation est notre leitmotiv et l'insertion professionnelle, notre priorité. Retrouvez-nous à Yaoundé, entrée Bastos, par le rond-point Loncac, à Douala, à Quoi, immeuble Drugstore, 3e étage, Topassi, entrée lycée, face Belle-la-Vie. Contact 670 11 20 75 679 315 889. Rendez-vous dans le locaux pour avoir les détails de nos formations. Attention, prochaine rentrée académique, octobre 2018. C'est reparti avec la rentrée scolaire universitaire dans les magasins. Votre partenaire professionnel de la rentrée scolaire universitaire met à votre disposition toutes les fournitures, manuels scolaires et universitaires au programme au juste prix. Cahiers anglophones et francophones, cahiers travaux pratiques, cahiers universitaires, cartes, tablettes et registres, toutes paginations confondues. Boutiquiers, vendeurs ambulants, profitez des prix de gros dans les magasins Niki et réalisez de bonnes affaires au juste prix. Ah, Niki, que ferais-je sans toi? Niki, le juste prix. C'est bientôt la rentrée scolaire 2018-2019. À cette occasion, parents d'élèves des sections francophones de la 6e terminale et anglophones de Front 5, c'est informé que l'International Camerounais dispose encore par ailleurs, la date limite de la rentrée des internes est fixée au dimanche 2 septembre 2018 avant 18 h. Pour police 70 86. Départemental des enseignements secondaires Après, il dit que il est où? Il a où? Souvent, ils montrent que là, non? Il y a un gars, je suis sûr qu'il Parce qu'à va la fin, même le candidat au Chine, son collaborateur dit qu'il ne fait pas la prochaine. Celui qui l'escorte, il le met dans sa voiture, il part. Il n'est pas encore président. Vous pensez à... Il n'est pas encore président, vous pensez à l'escorter comme ça? Allez, Joshua Oshie est avec nous dans cette émission. Liliane Afron, à vous. Well, this last question before we end the program. Well, going through again the 24 strong measures, I discovered that the fifth point says you're going to introduce incentive index on hardship for civil servants in rural areas and difficult areas to fight absenteeism and abandonment of posts. That's right. Yep. And is that not going to give them an advantage over their peers that are doing the same work? Well, it's not an advantage. If you live in a place that costs more, you should get more money. If you live in a place that is harder to live in, you should be paid for that. So you actually agree with the fact that there are places in Cameroon that are harder to live in than others. Of course. If Mr. Bodrico would appoint you as station manager for Radio Balafon in, I don't know, in Kolofata, Protocol, or Mamfe right now, I guess your husband will not let you go there just like that. And so for him to be able to send you there, he needs to put an incentive in place, and that's exactly what the government needs to do. It's important to understand that you need to bring back equal opportunities and social justice to our system. And that means that you don't need to be giving incentives to, for instance, in the school system, you don't need to be giving incentives to teachers of schools that excel, but you need to work on schools that do poorly. And most of the time schools do poorly because of inadequate human resources, because of inadequate equipment, etc. And that's where you need to invest, because the whole idea of government is to bring the whole country up, not just to identify what works, but to identify what doesn't work and make sure you correct it and give the means for that to work. So if there are places where teaching is more difficult than in other places, those teachers who opt and agree to go and work there should have an incentive for that. So what is the role of the private sector in your political program?
Well, I don't think your 2 hours are enough to talk about the private sector, but the private sector, the economic private sector, in my program is the real engine of the economy. It's through the private sector that growth will be drawn up. Today we have a situation where there is confusion of rules and where the government wants to play the role of the private sector, and that will not happen with me. Business will be essentially in the hands of the private sector. Economic growth will be pushed by the private sector, and we'll put everything in all the means we have in place to make sure that the private sector has a conducive environment, has all the tools necessary for Cameroon to excel. You know, Cameroon has the potential to be the first nation, the most prosperous nation in Africa. There is nothing that stops us from getting there. The only problem we have today is poor leadership, bad leadership, poor governance, bad governance, and we're going to change that to make sure that the private sector will draw all of us up and put Cameroon where it's supposed to be. You know, Cameroon used to be reckoned as main producer of coffee, cocoa, hardworking people, exporting people, etc. We go right there and we'll get Cameroon to go further using the private sector, putting the private sector ahead. You'll no longer see a private sector where when the President of the Republic receives the business community and they see whites, you'll see a government or a President of the Republic who will go down, who will go into the markets, who will visit companies, talk to people, and push them and make sure that Cameroonian companies not only excel, but are helped by government to export, are helped by government to be central. And when the President of the Republic when the President of the Republic will be traveling or will be going out there, he will go with the ambassadors of the private sector to make sure they obtain contracts and so on in the country the President will visit. So the private sector has an essential role to play in the creation of jobs. This private sector will be young. The young entrepreneur will be central to all of this. You know that I will promote a digital revolution in Cameroon. Digital jobs and companies are essentially geared towards the young Cameroonian, and I want Cameroon to be the real digital hot place, or the real digital center, not only the hub but the digital center of Africa, a center of excellence where not only foreign digital companies will come and invest and create jobs, but that young Cameroonian entrepreneurs will become real leaders and accompanied by the head of state himself. And taxes will not be an impediment for that? Tax has never been an impediment. The problem is how you administer tax and how you create, administer, and you have people pay for tax. And we have a whole battery of measures to make sure that the taxation system is not an impediment, that the taxation system rather accompanies businesses to make them thrive. Alors, je terminerai par la justice sociale et l'égalité des chances. Allez-vous gouverner? Votre mode de gouvernance, de désignation des responsables de notre pays va-t-il se baser sur l'équilibre régional, comme c'est le cas maintenant? Écoutez, je dirais non. Je dirais non. Il se peut que comment dirais-je, par une décision, on arrive vers cet équilibre-là, mais ça sera pas, comment dirais-je, l'équilibre régional ne sera pas ce qui gouvernera les décisions de nomination. Les décisions de nomination seront essentiellement au mérite, mais en pensant au mérite, il faut nécessairement aussi que tous ceux qui méritent ne soient pas de la même famille, parce que sinon ça serait absurde, mais je ne me donnerai pas comme préoccupation primaire le fait que quels que soient ceux qui sont nommés, qu'on pense d'abord à l'équilibre avant de penser au mérite. Mais vous savez, la réforme que je veux profonde nous amène vers un gouvernement réduit, un gouvernement d'un maximum de 20 départements.
dans la forme fédérale de l'État, on n'aura pas besoin de plus de 15 départements ministériels. Donc nécessairement, ça sera très difficile avec 15 à 20 ministres de satisfaire tous les villages du Cameroun, vous conviendrez avec moi. Et il faudrait que les Camerounais s'habituent à avoir des ministres et des hauts cadres de la République qui travaillent et qui travaillent dans l'intérêt de tous les Camerounais plutôt que d'avoir des gens occuper ces postes pour remplir des considérations d'équilibre régional. Donc, mais il est évident que pour des raisons politiques, vous ne pouvez pas avoir tout un gouvernement issu de la même famille ou de la même région. Mais ça ne sera pas la considération première en mettant en place un gouvernement. Vraiment, ça sera pour le bien-être des Camerounais, ça sera pour avoir un gouvernement efficace, ça sera pour avoir des gens qui méritent d'être à cette place, et ce serait pour avoir un gouvernement essentiellement jeune. Mais ce qui est central aussi dans mon programme politique, c'est la part du genre. Donc il y aura nécessairement un équilibre de genre, du genre, et cet équilibre du genre aussi impose le fait que les considérations régionales seront secondaires. Donnez-nous 5 raisons de vous voter le 7 octobre prochain, Joshua Oshie. La première, c'est que je suis passé chez Cyril Rodico. 5 raisons pour remettre l'homme au centre, pour faire en sorte, pour remettre la jeunesse au centre, pour remettre l'emploi jeune au centre des décisions politiques de ce pays, pour la forme de l'État, pour remettre le pouvoir au peuple, pour en finir avec la guerre dans le sud-ouest et le nord-ouest, et pour que le Cameroun reprend et réaffirme sa position de leadership en Afrique. Merci infiniment d'être venu dans notre studio de Radio Balafon. Vous reviendrez prochainement, ce sera avec vos électeurs que vous allez discuter. Ils vous appelleront, ils poseront des questions. Nous ne sommes que les modérateurs, que votre agenda le permette, parce que vous êtes encore en partance pour l'Europe. Finalement, 16 000 électeurs hors du Cameroun, 6 500 000 à l'intérieur du Cameroun. Joshua Oshie, finalement, vous êtes toujours derrière la quête de ces électeurs, hein, je voudrais comprendre. C'est une question personnelle. Je ne comprends pas, je suis à la quête de tous les électeurs. J'ai été invité par la communauté camerounaise aux États. Vous savez, il y a 4 millions de Camerounais à l'étranger, et quand on est dans une élection, on n'est pas forcément dans une logique de démographie électorale, on est dans une logique électorale. Les 4 millions de Camerounais de la diaspora sont très importants. C'est pour ça que dans mon programme politique, ils ont une place de choix. Et il faut bien leur expliquer cela. Et j'ai passé 6 jours à l'étranger depuis que j'ai été élu comme candidat au congrès de février. J'ai passé 6 jours à l'étranger pour rencontrer la diaspora, la plus grande des diasporas camerounaises qui est aux États-Unis. J'ai rencontré la diaspora camerounaise en Allemagne, en Belgique et en Angleterre. Et pour des raisons d'agenda, c'est-à-dire que vous savez que les Français tiennent énormément à leurs vacances, donc pendant le mois de juillet et d'août, il est pratiquement impossible d'organiser quoi que ce soit en France. Et donc les Camerounais de Paris et les membres du parti à Paris et les membres du comité de soutien m'ont vivement suggéré pendant mon périple européen de reporter ma rencontre pour le mois de septembre, et donc on a prévu ça pour le premier week-end de septembre. C'est pour ça que j'y vais, pour rencontrer tous ces Camerounais. C'est pas parce qu'ils ne vont pas voter, c'est parce qu'il faut qu'ils rencontrent. Ils sont 4 millions, c'est quand même 20% des Camerounais, donc il faut les rencontrer, il faut discuter avec eux, il faut les mettre en confiance. Et une dernière chose, nous sommes sur un projet de plateau commun avec tous les autres candidats pour répondre aux mêmes questions afin que le public puisse s'en faire une idée de la capacité de chacun à pouvoir porter ses aspirations. Serez-vous prêt à faire un plateau pareil avec les 8 autres candidats ou les 8 autres candidats, oui? Avec les 8 autres candidats, bien sûr. Merci. Avec les 7 autres, c'est discutable. C'est discutable. Voilà. Et si Paul Biya ne vient pas? Je ne sais pas pourquoi vous pensez qu'il ne va pas venir. Vous le ferez, il peut se faire représenter. Et la rupture. Donc c'est une élection où il y a un seul candidat qui prône la rupture et un seul candidat qui prône la continuité. Et il y a 7 autres candidats. Il y a
un candidat sortant, un candidat entrant qui est devant vous aujourd'hui, et il y a donc un adversaire pour le candidat du SDF et les autres sont des concurrents. Donc il faut bien se situer à ce niveau-là. Et donc si vous faites un plateau pour tous les candidats, il faut que tous les candidats y soient. Si un candidat est représenté, il faudrait que vous ayez cette... Mais il assume les propos qu'il prononce s'il se fait représenter. Non, ça n'engage que lui. Il y en aura 4. Oui, c'est trop facile à dire. De 3 heures. C'est radio-télévisé. S'il y a un seul candidat qui se fait représenter, vous avez l'obligation que tous les autres candidats se fassent représenter. Si vous êtes dans l'impossibilité d'inviter un des candidats à votre émission. Nous inviterons tout le monde. Si vous êtes dans l'impossibilité de faire venir un des candidats à votre émission, il faudra nécessairement prendre des mesures pour qu'il y ait une sorte d'équité, pour qu'il y ait une sorte d'équilibre sur votre plateau que vous souhaitez. Mais la logique voudrait qu'on n'annule pas une émission parce que quelqu'un a dit qu'il ne vient pas pour se faire représenter. C'est que écoutez, si les autres sont là. Changez donc le modus operandi. Si vous savez déjà aujourd'hui que vous avez un des candidats qui fuit les Camerounais, qui a peur des Camerounais, qui n'aime pas les Camerounais et qui ne veut pas venir se présenter sur votre plateau. Il faut changer le modus operandi. Il s'agit pour vous de parler aux Camerounais. Il n'y a absolument aucun problème pour que je me présente chez vous, jour comme de nuit, quand vous voulez, où vous voulez. Merci. Mais si vous dites qu'il y a un plateau avec tous les candidats, il faut que tous les candidats soient là. Ce sont tous les candidats. Si un seul candidat se fait représenter, je considère ça comme un manque de respect pour les autres candidats. Et en ce moment, si les autres candidats acceptent de ne pas se faire respecter, moi je suis le prochain président de la République et je me ferai respecter. Non, mais en ce moment, il s'agit de 25 millions de Camerounais. C'est eux que vous devez respecter en venant à ce plateau, leur expliquer votre programme plus en détail et laisser qu'ils vous posent des questions. Vous êtes leurs dirigeants. Alors ne me dites pas que c'est un plateau où tous les candidats seront présents et où vous poserez les mêmes questions à tous les candidats. S'il y a un seul candidat qui n'est pas présent et que vous savez d'avance qu'il ne sera pas présent, ne le faites pas représenter. Et son siège restera vide. C'est tout autre chose. Vous avez dit qu'il sera représenté. Alors si son siège reste vide et vous faites savoir à tous les Camerounais qu'il a été invité et qu'il a accepté de venir mais qu'il n'est pas là, c'est tout autre chose. Voilà, mais tout comme vous aussi, Honorable Joshua aussi, vous avez certainement mandaté, vous avez une équipe de campagne, vous avez mandaté un porte-parole. Qui est votre porte-parole? Cyril Bojiko. Non, je n'ai pas été mandaté pour ça. Mais je viens de le faire. Non, mais vous l'avez dit à d'autres personnes également. Chacun, finalement, porte-parole de Joshua aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ce fut un agréable moment passé avec vous dans ce studio de Radio Balafon. Merci infiniment. Merci pour l'invitation et très bonne journée à tous vos auditeurs. Bon, n'oubliez pas que nos rendez-vous avec Balafon, c'est vous et le public. Ce sera plus avec moi. D'accord. Voilà, merci. Ok.